Alors, voici l'introduction du paiement électronique tel qu'il a été fait dans les années 90, donc en 96. Vous savez qu'il y a des cartes de paiement bancaires internationales, particulièrement Mastercard et Visa. Donc, en 96, ils ont décidé de faire, parce qu'au départ, c'était le service qui était toléré, c'est quoi? Le porteur de carte Visa, il pouvait quand même faire des paiements à travers le monde entier. C'est-à-dire, quand vous allez vous déplacer, automatiquement, grâce à la carte, ça vous permettra de faire du paiement, même si vous n'êtes pas dans votre pays. Et donc, l'idée, c'était quoi? C'était de réaliser un système, donc ce système qui s'appelle le SET, c'est-à-dire Secure Electronic Transaction. Donc, ça permettra de protéger les porteurs de ces cartes Visa pour qu'ils puissent réaliser des paiements à distance et quelle que soit leur position. Alors, comment que ça a été bâti? Ça a été bâti sur le principe que, comme c'est du paiement, ça veut dire qu'il y a de l'argent, il y a des identifications de cartes bancaires, etc. Il fallait sécuriser tous ces éléments. Donc là, il faut avoir des communications sécurisées entre les différentes parties. Il y a aussi le problème d'identification. Donc, comment ça a été réglé? Ça a été réglé avec l'usage des certificats. Donc, on a vu que le certificat peut être utilisé pour réaliser l'identification des différents utilisateurs. Il y a aussi une certaine, je dirais, vie privée qui doit être, je dirais, respectée. Donc, dans le système, il ne faudrait pas diffuser l'information à toutes les parties, parce que parfois, il y a des parties qui n'ont pas besoin de connaître un certain nombre d'informations. Un exemple simple, dans la vie réelle, quand vous allez acheter, par exemple, chez une supérette ou chez un magasin quelconque, vous demandez un produit, vous allez le payer, vous allez sortir. Est-ce que le marchand va vous demander quelle est votre identité? Ben non, il n'a pas le droit de le faire. Et donc là, dans ce système, on a essayé de faire la même chose, c'est-à-dire que quand on fait des commerces électroniques et des paiements électroniques, le marchand n'a pas à connaître votre identité. Et donc, du coup, le système, il faudrait qu'il veille à protéger le client pour ne pas avoir, je dirais, son identité. Par contre, le marchand, il a besoin juste de s'assurer que ce client-là, puisqu'il va faire du paiement électronique, de s'assurer que cet utilisateur existe bel et bien et qu'il peut effectivement payer la marchandise qu'il a achetée. Et d'une manière aussi réciproque, le client, quand il va faire de l'achat sur Internet, il doit être sûr que le marchand qui se trouve sur, je dirais, une vitrine électronique sur le net, c'est effectivement un marchand réel qui existe et que ce n'est pas un marchand virtuel, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, il n'existe uniquement à travers son site web. Et donc ça, c'est les informations qui doivent être, je dirais, connues et certaines qui ne doivent pas être, je dirais, transférées de l'un vers l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine confidentialité qu'on doit préserver, ce qu'on appelle une intimité liée aux utilisateurs du système. Alors, le SET, c'est-à-dire que ce système de transaction sécurisé, il doit vérifier un certain nombre de contraintes, parmi lesquelles donc la confidentialité des paiements, pourquoi? Parce que ça permettra de cacher à un moment donné les comptes bancaires qui sont utilisés, les valeurs qui sont utilisées. On doit aussi s'assurer de l'intégrité des données, ça veut dire que quand vous décidez de faire un achat et vous allez payer 1000 dinars, c'est 1000 dinars, c'est pas 10 000 dinars ou 20 000 dinars, etc. Donc là, on doit veiller à l'information qu'elle doit être intègre, c'est-à-dire depuis son départ jusqu'à son arrivée. Alors, on doit aussi permettre l'authentification de l'utilisateur de la carte. Ça, c'est le souci du marchand. Il doit être sûr que celui qui va acheter, il a vraiment une carte valide qui lui permet de payer. Et d'une manière réciproque aussi, le client doit s'assurer du marchand pour dire que ce marchand existe bel et bien et qu'il peut fournir le service
ou la marchandise. Et on doit offrir cette protection de part et d'autre pour les différents intervenants de cette transaction. Et enfin, il faudrait que la solution ne soit pas propriétaire, c'est-à-dire indépendante des plateformes existantes, c'est-à-dire quelle que soit la plateforme, on peut toujours réaliser la transaction. Et donc, quels sont les intervenants au niveau de ce système-là? Donc, vous avez le porteur de la carte, donc c'est-à-dire le client. Vous avez le marchand. Vous avez la banque du client ou la banque de l'acheteur. Vous avez aussi la banque du marchand. Pourquoi? Parce que dans la pratique, rien ne dit que le client se trouve dans la même banque que celui du marchand. C'est-à-dire quelqu'un, il peut être ici, par exemple, dans la banque, la BNA, l'autre, il va être dans la banque Société Générale, un troisième qui peut être dans la banque Crédit Populaire, etc., etc. Donc chacun a sa banque. Donc on n'exige pas que tout le monde se trouve dans la même banque. Donc là, ça tient compte d'une réalité qui existe, que chacun peut avoir sa propre banque. Donc aussi bien, si je prends le client que le marchand, chacun a sa propre banque. Alors, bien entendu, si chacun a sa propre banque, ça veut dire qu'à l'intérieur, il doit y avoir un système, je dirais, d'échange interbancaire. Pourquoi? Parce que si vous allez acheter, ça veut dire qu'on va débiter de l'argent de votre compte, qui se trouve dans votre banque, et on va le transférer vers une autre banque, celle du marchand, qui se trouve dans une banque qui est complètement différente. Et donc, pour réaliser ça, il faut ce qu'on appelle, dans la pratique et dans toutes les solutions de paiement électronique, ce qu'on appelle la passerelle ou le gateway, la passerelle de paiement. Cette passerelle de paiement, c'est elle qui permet d'assurer les échanges interbancaires. Ça, c'est comme ce qui se passe actuellement. Par exemple, vous avez une entreprise qui recrute des gens. À un moment donné, quand cette entreprise veut les payer, donc de nos jours, il n'y a plus le paiement en espèces, le paiement se fait par transfert bancaire. Et donc, l'entreprise, elle a son compte dans une banque. Les travailleurs, chacun, il a son compte bancaire qui se trouve, quelqu'un qui a le compte bancaire dans BNA, l'autre dans le CCP de la Poste, etc., etc. Et donc, à un moment donné, comment faire le dispatching grâce au transfert interbancaire qui permet d'assurer cette liaison entre les différentes banques. Et bien entendu, dans le système, on avait dit que on arrive à identifier les partenaires grâce à l'usage de certificats. Donc, si on parle de certificats, on parle automatiquement d'autorité de certification. Et donc là, il faudrait qu'il existe une autorité de certification qui, elle, permet de réaliser, je dirais, les différentes transactions qui utilisent les certificats. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, pour vérifier l'identité, on ne peut le faire grâce à l'usage du certificat. Or, le certificat, il est issu d'une autorité de certification. Et du coup, si l'autorité de certification, je dirais qu'elle est légale, on peut lui faire confiance. Si elle n'est pas légale, automatiquement, on ne peut pas lui faire confiance. Et donc, dans ce système, il s'articule sur l'usage des certificats et donc, par conséquent, sur l'usage et la reconnaissance de l'autorité de certification. Et donc, d'une manière schématique, voici le schéma. Donc, vous voyez le porteur de la carte, vous avez de l'autre côté le marchand, vous avez l'autorité de certification, vous avez la banque du client, vous avez la banque du marchand, et vous avez bien entendu tout le réseau Internet qui est utilisé entre les différentes parties. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que l'usage de Mastercard, c'était à l'échelle internationale, et donc ça permettra de faire cet élément dans n'importe quel endroit. Et donc, vous avez aussi le gateway, payment gateway, c'est-à-dire que la passerelle interbancaire qui permet de réaliser les différentes transactions. Or, il y a les règles de sécurité dont on avait parlé tout à l'heure. L'acheteur et la passerelle de paiement doivent
Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'acheteur il va s'assurer du marchand qu'il existe bel et bien. Et la gateway ou la passerelle de paiement, elle doit s'assurer aussi pour faire le transfert bancaire. Donc, elle s'assure du marchand qu'il existe bel et bien au niveau de sa banque. Alors, de la même manière, le marchand il doit vérifier que celui qui achète, c'est un acheteur réel et que la passerelle de paiement sont aussi authentifiées pour qu'ils lui permettent de réaliser ce transfert bancaire. Alors, d'une manière générale, on avait dit qu'on doit assurer l'intégrité. Ça veut dire qu'à tout moment, personne ne peut modifier les messages entre la passerelle de paiement et le marchand. Et là, s'il le change, vous pourrez s'en apercevoir par la suite. Et autre chose aussi, le numéro de la carte de l'acheteur ne doit pas être accessible au marchand. Ça, c'est ce qu'on avait dit, parce que le numéro de la carte, grâce au numéro de carte, automatiquement, on peut remonter au niveau du client. Et donc, le marchand n'a pas à connaître le client. Donc, ce qu'il a à savoir, c'est juste que cette carte est valide et qu'elle peut réaliser le paiement. Et d'une manière aussi similaire, le banquier ne doit pas avoir accès à la nature de la commande passée. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand je fais un paiement, ça veut dire que je vais donner un ordre à ma banque pour lui dire, tiens, payez à telle banque ou transférer à telle banque, voici le montant à transférer vers l'autre banque. Et donc ça, il ne doit pas savoir ce montant, il correspond à quoi. Pourquoi? Parce que j'ai fait des achats qui sont personnels. J'ouvre juste une parenthèse pour dire que depuis le 11 septembre, etc., avec ce qui s'est passé aux États-Unis, il y a beaucoup de règles qui ont changé, entre autres, pour dire que maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a des opérations qui sont, entre autres, le blanchiment d'argent. Maintenant, ces règles ont changé un petit peu pour dire que la banque, elle doit savoir pourquoi tu as transféré l'argent. Pour dire, tu as acheté une marchandise, tu dois dire qu'est-ce que tu as acheté comme marchandise. Et tu as transféré pour une personne qui te doit de l'argent, tu lui dis quelle est cette personne et pourquoi tu l'as transféré, etc. Donc là, il y a des exigences un peu plus sécuritaires qui ont été introduites. Et naturellement, plus on rajoute dans les contraintes sécuritaires ce qui se passe, on remarque que l'intimité de l'individu diminue de plus en plus. C'est-à-dire que là, on fait des achats et la banque doit savoir j'ai acheté chez qui et pourquoi, qu'est-ce que j'ai acheté. Donc ça, c'est les choses qui ont évolué maintenant à travers l'ensemble des pays. Pourquoi? Parce qu'il y a à travers beaucoup de pays une guerre qui est menée contre le blanchiment d'argent pour savoir quels sont les transferts qui sont faits et dans quel cas ces transferts sont réalisés. Alors, quand on fait une transaction, ça veut dire que le client il doit posséder une carte. Et donc, quand il possède une carte, implicitement dans la carte, il y a le certificat qui est utilisé. Et bien entendu, l'usage du certificat, il va être utilisé par un programme qu'on appelle le négociant, parce que en général, tu as un programme ou un logiciel que tu vas utiliser pour faire ta transaction. C'est au même titre que le marchand qui propose sa marchandise grâce à des programmes. Et donc là, ça veut dire que les deux programmes vont se mettre en contact, ce qui permet de réaliser, parce que la commerce électronique, vous n'allez pas le faire physiquement vous-même. Donc ce qui il est fait à travers un programme qui se connecte vers un autre programme et qui font la transaction, bien entendu, sous l'ordre de l'utilisateur pour dire qu'est-ce qu'il veut choisir, qu'est-ce qu'il veut acheter, quel est le montant, etc. etc. Une fois que c'est fait, le client il va passer une commande. Donc, on vérifie le partenaire de l'autre côté pour dire que c'est bon. Et à partir de là, on va faire ce qu'on appelle valider et faire l'ordre de paiement, c'est-à-dire qu'on va payer la marchandise qu'on veut acquérir. Et bien entendu, une fois que c'est fait, ce programme va vérifier la passerelle de paiement pour dire je veux faire un transfert de telle banque vers l'autre banque et il va confirmer cette commande et ce transfert bancaire et une fois que la marchandise ou le service donc, qui est fourni, parce qu'il y a des services qui peuvent être fournis d'une manière instantanée
et comme il y a des services qui peuvent être faits d'une manière différée. Et ça permettra de faire le paiement en conséquence. Alors, quelle est la nouveauté qui est utilisée dans ce système? La nouveauté, c'est l'usage de signature duale. Alors, c'est quoi cette signature duale? C'est qu'on va signer des informations, comme vous allez le voir par la suite, et on avait dit qu'il y avait des contraintes que le marchand ne doit pas savoir quelle est l'identité du client, et inversement, la banque ne peut pas savoir quelle est la marchandise qui a été achetée, etc. Donc, pour cela, on utilise une signature duale. Une signature duale, c'est quoi? C'est qu'on remarque qu'il y a deux parties qui sont utilisées. Donc, vous avez une commande. La commande permet de préciser quelle est la marchandise, quelle est sa quantité, quel est son type, etc. Vous avez de l'autre côté l'argent qui doit être fourni pour acquérir cette marchandise. Et donc, ces deux quantités qui sont distinguées l'une de l'autre, on va les utiliser dans le système pour pouvoir, pour avoir, je dirais, deux informations qui sont différentes. Et effectivement, elles sont différentes. Donc, vous avez l'ordre ou l'information de commande, ce qu'on appelle order information, et vous avez l'information de paiement qui est le payment information. Donc, le premier, il est destiné au programme pour dire je vais choisir quel article et quelle quantité. Dont le deuxième, il va dire je veux transférer l'argent vers telle banque, c'est-à-dire de mon compte vers la banque. Alors, le fonctionnement est le suivant, ça veut dire que je vais avoir les deux informations qui sont l'information de commande et l'information de paiement. Alors, ce que je fais, naturellement, puisque je dis à un moment donné, je ne dois pas divulguer un peu toutes les informations. Alors, pour ne pas les divulguer, un moyen, c'est d'utiliser les fonctions de hachage. Donc, j'utilise la fonction de hachage. Donc, à partir de l'information de paiement, je vais avoir ce qu'on appelle le PIMD, qui veut dire Payment Information Message Digest, qui est, à vrai dire, le condensé de l'information de paiement. Et d'une manière symétrique, je vais avoir aussi l'OIMD, qui n'est autre que l'information de commande, et je vais avoir son condensé. Ensuite, les deux informations, je vais les concaténer. Donc, je veux dire, je vais avoir un message composé des deux informations condensé de l'information de paiement et le condensé de l'information de commande. Et le résultat, je vais le hacher. Donc, ce qui permettra d'avoir le PO, donc qui est là. Donc, c'est l'information de paiement et l'information de commande qui sont concaténées. Je vais calculer le condensé de ces informations. Et bien entendu, je vais par la suite signer cette information. Donc, en général, c'est ce qu'on avait dit, on signe pas tout le fichier ou toute l'information, mais souvent on signe l'information hachée. Pourquoi? Parce que l'information est courte et donc le mécanisme de signature est plus rapide. Et donc, ça nous permettra effectivement de réaliser la signature de cette information. Donc, c'est ce qu'on appelle la signature duale. Donc, la signature duale, elle est issue de ces deux informations. Et donc, j'ai signé aussi bien l'information de paiement que l'information de commande. Alors, d'une manière pratique, comment ça va se passer? C'est que l'utilisateur qui permet de réaliser cette transaction, donc voici ce qu'il va faire. Il a l'information de paiement et il a l'information de commande. Donc, ici, regardez ce qu'il va faire. Donc, c'est l'information de paiement. Naturellement, elle est destinée à la banque. Donc, il fait son hash de l'information de paiement qui est envoyée et il va avoir le hash pour obtenir ça. Et de la même manière pour la commande, donc vous voyez l'information de paiement, elle est envoyée vers la banque. L'information de commande, elle est envoyée vers le marchand.
ben, le marchand, il a besoin de s'assurer que la commande qui lui a été demandée va être bien payée. Alors, comment il peut le savoir? Voici, il peut savoir grâce à cette information. Regardez, c'est le condensé de l'information de paiement. Donc ici, regardez, on ne lui donne pas l'information de paiement. Ce qu'on lui donne le haché de l'information de paiement. Et donc, c'est elle qui va être envoyée au niveau du marché. Alors, cette information seule ne va pas lui, je dirais, le satisfaire. Pourquoi? Parce qu'il ne peut rien faire avec cette valeur. Il ne saura pas qu'effectivement, ça existe. Et par la suite, ce qui est fait, on avait dit que la signature duale, c'est quoi? C'est ces deux informations qui sont hachées, on obtient ça, et ensuite, on va aller crypter avec la clé publique, la clé privée du client. Donc, on obtient la signature duale. Donc, cette signature duale, elle est envoyée aussi bien à la banque du client que au marchand. Et donc, effectivement, le marchand, là, il a reçu la signature duale. Il a reçu aussi l'information de haché de l'information de paiement et il a aussi l'information de commande. Grâce à la signature duale, il peut vérifier ces deux informations qu'elles proviennent effectivement du client puisqu'elles ont été signées par ce client-là. Donc, ce qui lui permet de faire de cette vérification et il saura que l'information effectivement qui est faite a été réalisée par le client et qu'elle a été bel et bien, je dirais, liée, la commande, elle est liée à un mécanisme de paiement. Et donc ça, c'est ce qui permet de rassurer le marchand. Et de la même manière aussi, ça, les deux utilisent la clé publique, je dirais, du, du client pour pouvoir déchiffrer la signature duale. Donc, quand on déchiffre la signature duale, on obtient le POMD. Et donc là, la banque, elle va vérifier qu'effectivement, le paiement qui a été donné, il est lié à une commande qui a été fournie, qui a été donnée vers un marchand, et de la même manière pour le marchand d'une manière symétrique. Et donc, euh, ça, ça permet d'être résumé en trois parties qui permettent de dire on a la commande, on a l'autorisation de paiement et on a le paiement lui-même. Donc c'est ce qui est fait pratiquement dans l'architecture. Alors dans la commande, pour résumer ce qu'on a fait tout à l'heure, donc regardez, vous avez l'information de paiement, vous avez la signature duale et vous avez l'information de commande. Pourquoi qu'on prend tout ça? Parce que tous ces éléments sont liés. Cette information de paiement, elle est liée à une certaine commande. Donc ici, ce qu'on a, on a le condensé de la commande. Donc là, ça nous permettra de relier ces informations-là qui peuvent être utilisées donc, et qui peuvent être par la suite, regardez ce qui est utilisé. Donc, on va utiliser la banque donc, dans l'information de paiement. Donc, on va utiliser la clé publique de la banque qui nous permet effectivement de prendre ces éléments-là et d'utiliser une clé de session qui est utilisée. Cette clé de session, elle permet de chiffrer ces informations, donc on obtient cette partie-là. Et bien entendu, cette clé de session elle-même, elle va être cryptée avec la clé publique de la banque. Donc, c'est ce qu'on appelle ici l'enveloppe digitale, c'est-à-dire l'information, elle est mise dans l'enveloppe. Donc, si tu veux lire ce qu'il y a dans la lettre, il faut ouvrir l'enveloppe. Ouvrir l'enveloppe, c'est très simple. C'est la banque qui va utiliser sa clé privée. Elle peut trouver la clé de session qui est utilisée et ensuite, à partir de là, elle peut déchiffrer cette information cryptée qui n'est autre que ces différentes informations. Donc, elle peut prendre connaissance de l'information de paiement. Alors, on a aussi, dans la commande, on a le PIMD, ça veut dire que le haché de cette information de paiement. Et vous avez aussi l'information de commande qui est là, qui se trouve. Donc,
toute cette partie, ça c'est la commande qui nous permet de l'envoyer vers le marchand. Donc vous voyez ici que cette information de commande qui est envoyée, qui permet au marchand de se rendre compte de la quantité qui a été achetée. Et il peut aussi s'assurer que cette commande-là, on a bien fourni une information de paiement. Pourquoi? Parce qu'elle existe ici, même si elle est cryptée, il peut se rendre compte. Pourquoi? Parce qu'il y a un condensé qui se trouve ici. Et dans la signature duale, automatiquement, on peut déchiffrer cette signature duale, on peut retrouver, il suffit de calculer le haché de cette information de commande et concaténer au haché de l'information de paiement, on va le comparer par rapport à la vérification de cette signature. Et c'est comme ça que le marchand peut s'assurer que sa commande est bel et bien liée à une information de paiement. Donc ça, c'est ce qui est fait ici, à ce niveau. Donc toutes ces étapes-là, ce qui permet effectivement d'avoir les deux éléments. Donc prendre celui-là, tu lui fais le haché, tu as les deux, tu vas concaténer, tu fais le haché, tu obtiens le paiement. Cette signature, tu vas la vérifier, ça te permettra de déchiffrer, tu obtiendras ça. Donc il suffit de vérifier qu'il y a égalité entre les deux. Donc, à partir de là, le marchand est rassuré pour dire que sa commande est bien liée à une information de paiement. Et donc, ensuite, il y a ce qu'on appelle l'utilisation de la passerelle de paiement. Donc, la passerelle de paiement qui va obtenir la clé symétrique, elle déchiffre le bloc, etc., ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ça permettra de vérifier la signature duale. Et à partir de là, elle va voir l'identificateur de transaction reçue du marchand, parce qu'à un moment donné, à chaque transaction, le marchand va lui envoyer un identificateur de la transaction. Pourquoi? Ça permettra d'identifier chaque commande, parce que chaque commande, elle a un numéro de transaction. Donc là, ce qui permet de distinguer, parce qu'un utilisateur peut faire plusieurs transactions, et donc chaque transaction a son paiement. Et du coup, après ça, il va demander l'autorisation de paiement qui peut être obtenue parce que l'utilisateur a déjà envoyé une information de paiement. Et donc, automatiquement, une fois qu'il a ça, il va donner cette réponse d'autorisation de paiement au marchand. Donc, le marchand est rassuré pour dire que sa marchandise ou sa commande peut être effectivement payée par la banque. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez donner une information de paiement à la banque alors que réellement, votre solde n'est pas suffisant. Et donc, automatiquement, la banque elle va donner un refus pour dire que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour acheter. Et donc, du coup, cette information qui dit que vous avez suffisamment d'argent pour pouvoir acheter, elle est envoyée au marchand, donc ce qui permet de le rassurer pour son paiement. Et donc, à travers ça, ça nous permet de concrétiser la transaction et d'avoir toutes les informations de paiement qui sont envoyées aussi bien vers le marchand que vers le client pour lui dire qu'il y a le paiement qui a pris place. Et ça permet de conclure la transaction. Alors naturellement, quand on a analysé cette situation, on a vu que cette solution, elle était lourde. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de messages qui étaient envoyés de part et d'autre. On a vu qu'il y avait beaucoup de mécanismes je dirais, de chiffrement, de signature, de vérification de certificats. Donc tout ça fait que la transaction va durer dans le temps. Et donc il fallait trouver un autre moyen pour essayer d'alléger un peu les choses. Et donc au lieu d'utiliser le 7 tel qu'il a été défini au départ, donc on a basculé vers un système qui était un peu plus léger que le premier, qui permet de réduire un peu les transactions qui sont utilisées. Et à partir de là, on a développé un nouveau système qu'on appelle 3D Secure. Donc, comme son nom l'indique, 3D Secure, D qui veut dire domaine. Ça veut dire qu'on a essayé de voir les choses, de revoir la solution autrement. Donc, la solution, ça consiste à automatiquement à séparer un peu les choses. Donc, on a vu que d'un côté, il y a le client. Bien entendu, à chaque client, il y a je dirais, sa banque. Et donc, ce qui constitue le premier domaine,
On a de l'autre côté le marchand avec sa banque, donc ce qui constitue un deuxième domaine. Et bien entendu, pour réaliser la transaction, il faudrait qu'il y ait un système de passerelle entre les deux domaines. Et donc là, c'est le domaine, ce qu'on appelle d'interopérabilité ou le domaine interbancaire. Et donc, c'est ce qui a été fait. Donc, on se retrouve avec uniquement la gestion de trois domaines. Et cette gestion de trois domaines permet d'aboutir vers la solution finale. Alors, cette partie-là, donc, ce qu'on a, on a mis en place un système intermédiaire, comme vous le voyez. Vous avez un serveur de contrôle d'accès qui permet de montrer un peu l'ensemble, de vérifier l'authentification des clients pour chaque transaction. Vous avez aussi un autre serveur qui va être utilisé pour dans le cadre de, je dirais, de dialogue avec le client. C'est un serveur intermédiaire qui permet d'avoir l'historique de toutes les transactions qui sont nécessaires par la suite au niveau de la réalisation des différentes transactions. Alors, bien entendu, il y a les programmes d'interface qui sont utilisés de part et d'autre, aussi bien côté marchand que côté utilisateur, pour pouvoir négocier. Alors, vous avez ce qu'on appelle le directory server, c'est quoi? Puisqu'on a un truc intermédiaire, ça nous permettra de vérifier et de valider l'ensemble des cartes qui sont utilisées. Donc ça, c'est grâce au directory server qui permet de dire à tout moment, quand il y a quelqu'un qui veut lancer une transaction, on pourra, je dirais, vérifier son identité et savoir est-ce qu'il peut réaliser cette transaction. Donc, dès qu'il peut réaliser cette transaction, donc on peut la faire passer de l'autre côté vers le marché. Et il y a l'historique qui est fait. Donc ça, c'est nécessaire en général dans tout ce qui est service électronique, c'est d'avoir l'historique, ce qui permettra par la suite, en cas de conflit, d'éviter je dirais, la répudiation pour dire que quelqu'un dira que je n'ai pas fait ça. Donc grâce à l'historique, on peut le faire. Et bien entendu, vous avez le truc interbancaire qui permet d'autoriser les transferts bancaires de part et d'autre. Donc, en résumé, ça va être sous cette forme-là. Donc, on peut, dès que quelqu'un se connecte, on peut vérifier l'usage de la carte pour dire qu'il a bel et bien cette carte qui est valide auprès de sa banque, etc. Et ensuite, il peut faire la transaction en faisant l'authentification, en envoyant les informations vers le marchand pour dire qu'effectivement, je peux lancer telle ou telle commande. Et bien entendu, tout ceci est vérifié grâce aux autorisations de paiement qui sont faites auprès de sa banque pour pouvoir les transférer vers la banque du marchand. Et bien entendu, à chaque fois qu'il y a un transfert bancaire, automatiquement, la banque du marchand va aviser le marchand de la transaction qui a été réalisée. Alors, ça, c'est les différentes, je dirais, étapes qui permettent de demander une carte, de s'inscrire au niveau du service d'authentification et posséder la carte et pouvoir faire les transactions. Alors ça, c'est les premières étapes qui permettent de demander une carte, avoir les informations, avoir le truc bancaire, etc., le solde, ce qui permet d'avoir un enregistrement au niveau de ce qu'on a vu tout à l'heure, au niveau du serveur du contrôle d'accès, donc ce qui permettra au futur de tolérer l'ensemble des transactions bancaires. Alors, ça résume l'information, je dirais, de réaliser la transaction. Donc, je passe pour pouvoir arriver à autre chose que je viens de dire. Et toutes les étapes, telles que je l'ai montré tout à l'heure, permettent d'aboutir à la fin pour réaliser la transaction avec l'institution financière. Donc, voici le résumé, je dirais, de la réalisation de l'information. Donc, automatiquement, vous avez quelqu'un qui veut faire de la transaction, automatiquement, on va vérifier que
détenteur de carte existe bel et bien, donc à travers le serveur de contrôle d'accès, on peut le vérifier et avoir son authentification, on peut rassurer le marchand. Et là, on a l'authentification de l'historique, donc l'historique de ce qui est fait. Et automatiquement, une fois qu'on arrive à réaliser la commande avec le paiement, qui est envoyé vers le gateway interbancaire, automatiquement, on peut aviser aussi bien, je dirais, le client qui lui-même va envoyer l'information vers le marchand et cette information peut être confirmée par la banque du marchand et ça permet de réaliser la transaction. Bien entendu, tout le dialogue qui est fait entre le client et le marchand et ainsi que le domaine intermédiaire se fait grâce à l'usage de TLS, donc ce qui permet d'avoir une communication sécurisée, l'usage de clés de session qui changent en permanence, ainsi que l'usage des fonctions de hachage pour assurer l'intégrité des messages qui sont échangés entre les différentes parties. Alors, pour terminer, c'est juste une solution qui a été développée grâce au niveau de l'équipe de recherche, grâce à un binôme de master qui a pu réaliser ça, cette partie-là. Donc, dans cette partie, c'était quoi? C'était de tester un système assez léger qui peut être, je dirais, utilisé à grande échelle. C'est de faire ce qu'on appelle des transactions mobiles grâce à l'usage de SMS. Donc l'idée, c'était de faire, par exemple, entre autres, de faire le paiement d'une facture téléphonique ou une facture d'électricité grâce à l'usage de SMS. Donc ça constitue la solution globalement. Ce qu'on a utilisé, c'est de cette architecture. Vous avez d'une part le client, vous avez de l'autre côté le marchand, et on a utilisé une gateway je dirais, de paiement. Donc, cette gateway de paiement, elle permet d'assurer l'échange interbancaire et elle permet de réaliser la communication entre les clients et le serveur. Ça veut dire que le client peut donner un ordre en utilisant un message SMS qui sera transféré par la suite vers le réseau bancaire qui permet de réaliser le transfert. Une fois que c'est fait, le client peut recevoir la réponse en disant « voici le débit de votre compte, etc. » Et d'une manière similaire, il va envoyer un message SMS au marchand pour lui dire « tiens, tu as reçu telle valeur d'argent liée à telle fonctionnalité, je dirais à telle commande qui a été effectuée par un client. » Et donc, de la sorte, on a pu mettre en œuvre un système qui est basé sur la mobilité. Pourquoi? Parce que le fait d'utiliser le SMS, ça veut dire qu'on utilise des smartphones et qui peut être donc utilisé par un large public. Et de l'autre côté, on a, donc vous regardez qu'on a un réseau qui est mobile et de l'autre côté, on a un réseau fixe. Le réseau fixe, c'est quoi? C'est principalement le réseau interbancaire, l'autorité de certification, etc. Et de l'autre côté, vous avez les différents intervenants qui sont le client et le marché. Et donc, ça nous a permis de réaliser cette opération et qui permet de réaliser des échanges interbancaires. Donc, cette application-là qui, par la suite, elle a été améliorée et développée et qui a été publiée sous forme d'un article dans une conférence internationale qui s'est déroulée en Chine. Et donc, voici, pour résumer, le fonctionnement exact de cette fonctionnalité. Donc, ainsi se termine ce chapitre lié au paiement électronique. Donc, vous voyez qu'on peut innover et utiliser différents types de paiements électroniques, particulièrement avec l'usage des mobiles pour réaliser des transactions à distance. Ce qui termine ce chapitre. Donc, au revoir et à la prochaine.